Maintenant que notre serveur 2008 a des fonctionnalités donc de partage de fichiers, de partage d'imprimantes, de serveur de messagerie, il peut être intéressant, puisque notre entreprise peut être amenée à grandir un peu, de mettre en œuvre un logiciel de ticketing. Alors, la mise en œuvre, normalement, ne fait pas partie de l'activité 1 de TSSR. Cependant, vu la facilité avec laquelle on peut mettre en œuvre cet outil sur un serveur Microsoft, je propose donc qu'on le fasse sur notre serveur 2008. Donc, les logiciels de ticketing sont des logiciels qui permettent d'amener une traçabilité sur toutes les demandes utilisateurs en entreprise. Pour la plupart des cas, ça permet également aux entreprises d'avoir une gestion de parc relativement précise, puisqu'une grande partie de cette gestion de parc repose sur un inventaire, et cet inventaire peut être presque automatisé sur ces logiciels. Donc, ici, je vais mettre en œuvre le logiciel GLPI, qui veut dire Gestionnaire libre de parc informatique. Et il faut savoir que GLPI s'appuie sur une plateforme de type web. Donc il n'y a presque rien à installer sur les clients pour pouvoir en profiter, puisqu'en fin de compte, côté client, tout se fait par le biais d'une page web. Donc pour cela, il va falloir mettre en œuvre tous les services web sur notre serveur 2008 R2. On pourrait penser que nativement, Microsoft propose tout ce qu'il faut pour le faire. Alors c'est partiellement vrai, mais relativement complexe si on veut le faire avec les outils intégrés à Microsoft, puisqu'il va falloir installer un serveur web. Mais GLPI s'appuie également sur un serveur de base de données de type MySQL ou MariaDB, donc qui sont des logiciels du monde libre pour le plus souvent. Et également le langage de programmation web PHP qui n'est pas un langage de programmation natif Microsoft. Donc ça veut dire qu'il faudra rajouter des modules sur notre serveur 2008 et il faut être honnête, c'est pas forcément toujours très simple. Donc pour cela, des éditeurs ont choisi de créer des packages, des ensembles de logiciels qui regroupent tout ce dont on a besoin pour faire fonctionner des applications web, PHP et MySQL. Parmi celles-ci, il y en a une qui sort du lot parce qu'elle est extrêmement simple à mettre en œuvre. Il s'agit tout simplement de l'application XAMPP. Alors, que j'ai déjà téléchargé au préalable. Donc XAMPP, ça fait 159 mégaoctets. Ça inclut un serveur web, donc Apache. Ça inclut le langage de programmation PHP pour Apache et un serveur de base de données. Ça inclut également d'autres packages qu'on désactivera car on n'en a pas besoin pour faire fonctionner GLPI. Donc première chose à faire, de télécharger la version qui correspond à notre système d'exploitation. Donc là j'ai pris une version XAMPP Windows 64 bits. J'ai pris la dernière en date du mois d'octobre 2020, donc la 7.4.10, qui inclut les Visual C++ Redistributable nécessaires à l'installation. Donc ça, je l'ai téléchargé directement sur le site de XAMPP. Je double-clique pour lancer l'installation. Au bout de quelques secondes, le setup va se lancer, voilà, je vais pouvoir fermer ma fenêtre. Alors, un premier message d'avertissement me dit que il est possible que le contrôle de compte utilisateur pose quelques problèmes sur les fonctionnalités de XAMPP. Il faut savoir que les paramètres de contrôle de compte utilisateur sont les paramètres qui permettent souvent sous Windows d'afficher une pop-up lorsque vous essayez d'effectuer une opération qui demande des droits administrateurs. Je suis sur un serveur. Sur le serveur, le paramètre de contrôle de compte utilisateur est désactivé par défaut. Donc pas d'inquiétude à ce niveau, je n'aurai pas de problème. Mais ça veut dire que XAMPP peut très bien s'installer sur une machine cliente, un Windows 7, un Windows 10, un Windows 8, même un Windows XP. Alors pas la version 64 bits parce que effectivement euh, les versions 64 bits d'XP sont plutôt rares. Donc ici il suffit juste de valider et le processus va continuer. Donc j'arrive sur un assistant d'installation, je fais suivant, enfin next, et ici je décoche presque tout. Ça, 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 en fait je décoche tout d'ailleurs. Tout ce que je peux décocher, je vais le décocher, sauf le MySQL. Donc là j'ai bien le trio Apache, MySQL, PHP. Le reste, je n'en ai pas besoin. Je pourrais éventuellement
garder php-myadmin qui permet d'administrer mon serveur de base de données via une page web. Bon là, normalement, si je ne fais pas de bêtises, tout se passe bien sans ça. Next. Ici, je vais changer le chemin de destination. Il est comme pour des fichiers utilisateurs, il est préconisé de ne pas les laisser sur C. Donc là, j'ai un deuxième disque sur lequel j'ai quand même pas mal de place. Donc c'est mon disque E. Et donc à la place de C de .xamp, eh bien je vais remplacer le C par un E. Et je touche à rien d'autre. Et je fais Next. Le langage, c'est anglais ou allemand. Donc on va rester sur l'anglais. À moins qu'on ait des facilités avec l'allemand, bien sûr. Ici, on peut décocher la petite case qui nous permet d'avoir plus d'informations sur Bitnami pour exemple. Et on fait suivant. Et normalement, le processus d'installation démarre. Ça prend quelques minutes ou quelques secondes selon la puissance de votre machine. Voilà, donc ça se termine. Et dans quelques secondes, ce sera terminé. Alors, petit avantage également qu'il faut prendre en considération, c'est que aucun reboot n'est nécessaire à la fin de l'installation, du moins normalement. Sur un serveur, c'est quand même préférable parce que là, notre serveur, il est toujours en mode partage de données pour les utilisateurs. Et du coup, si on devait le redémarrer, bah, les données ne seraient plus disponibles pendant le redémarrage. L'installation est terminée. Il me propose maintenant de démarrer le panneau de contrôle de XAMPP. Eh bien oui, je vais le faire puisque je vais avoir quelques opérations à faire sur ce panneau de contrôle. Finish. Et donc, il doit me démarrer. Voilà, le panneau de contrôle. Alors, le panneau de contrôle qu'on ne va pas utiliser à outrance, hein, on va juste faire quelques paramétrages ici qui sont relativement importants. On voit ici deux croix rouges tout à fait normales. Ces croix rouges signifient que le service permettant de démarrer Apache et MySQL à chaque démarrage de mon serveur n'est pas actif. Donc ici, je vais simplement cliquer sur la croix rouge et il me demande si je veux installer le service Apache. Oui, voilà, normalement on a un successful et on passe sur une petite coche verte. Même chose pour le MySQL, j'installe le service MySQL, c'est tout bon. Ici, je pourrais démarrer mes services. Alors avant, pour l'installation de GLPI, on va avoir besoin d'activer ce qu'on appelle des extensions pour PHP. Ces extensions, c'est comme des plugins, hein, des extensions de possibilités pour le langage de programmation PHP, de manière à faire fonctionner correctement certaines pages web écrites en PHP. Donc ici, on va aller sur le bouton Config en face de la ligne Apache, puis on va choisir php.ini. On arrive dans un fichier qui est, pour l'essentiel, commenté. Commenté grâce à des points-virgules à chaque début de ligne. On voit que une grande partie de ce fichier est commentée, mais quelques lignes ne le sont pas. Engine on, précision 14, alors, des trucs c'est du pur chinois pour la majorité d'entre nous, moi y compris. Par contre, il y a les extensions qui se situent un petit peu avant la moitié du fichier, donc quelque part par là. Voilà, on y arrive, vous voyez. Dynamic Extension, et en fin de compte, on va avoir trois extensions à rajouter, à savoir l'extension INTL. Donc pour l'ajouter, c'est très simple, on va enlever le point-virgule qui est devant chacune des lignes INTL, enfin extension INTL, extension IMAP, oups, j'ai fait une bêtise, et extension LDAP. Donc ces trois extensions sont vraiment importantes, les autres ne sont pas indispensables. On pourra en rajouter d'autres, là pour le moment, ça suffira à faire fonctionner notre GLPI tout à fait correctement. Je ferme et bien sûr, j'enregistre mes paramètres. À partir de là, je vais pouvoir démarrer mon Apache. Voilà, running. Il me met bien les ports 80 et 443, HTTP, HTTPS. Et je vais démarrer mon MySQL. Et il me met le port 3306 qui est le port dédié de MySQL. Mon serveur est désormais opérationnel. Alors, pour tester s'il fonctionne, je vais lancer une page web, enfin un navigateur web sur mon serveur et je vais tout simplement taper http localhost sur mon serveur 2008.
Je vois XAMPP Apache MariaDB PHP, formidable. On voit au passage que c'est pas MySQL qui a été installé, mais MariaDB. MySQL n'est plus libre et open source comme il l'était avant. Il a été transformé par une ancienne équipe de développeurs en MariaDB, mais c'est exactement la même chose à l'intérieur. Donc on voit Apache, MariaDB, PHP, Perl. Donc la Perl, nous on ne l'a pas installé, mais c'est pas gênant. Donc ça veut dire que mon serveur est fonctionnel. Je vais, par acquis de conscience, me positionner sur un de mes clients et je vais faire la même chose. Alors je vais pas prendre le Windows 7 parce qu'il me plaît pas. Je vais prendre mon Windows 10. Sur le Windows 10, je vais taper HTTP et là, je ne vais pas taper localhost. Localhost, ça veut dire hôte local, si on traduit littéralement. Ce qui veut dire que si je tapais localhost sur mon Windows 10, ça voudrait dire qu'il attend un service web hébergé sur le Windows 10. Or, le service web n'est pas sur le Windows 10, il est sur le Windows Server 2008 R2. Donc, ou je mets l'adresse IP de mon serveur, ou je mets son nom. Alors, on va dire que là, je vais mettre l'adresse IP pour changer un peu, que je ne connais plus, j'avoue. Donc ipconfig, la 100.5 sur mon serveur 2008 R2. Donc je vais ici et je vais mettre 192.168.100.5. Et j'attends un petit peu et on va voir si ça fonctionne. Logiquement, ça ne devrait pas fonctionner. Ça ne devrait pas fonctionner pour les mêmes raisons qui nous ont poussé à modifier certaines choses sur notre serveur quand on a installé le serveur de messagerie. En effet, XAMPP n'est pas un produit Microsoft. Comme ce n'est pas un produit Microsoft, eh bien, il n'a pas par défaut modifié le pare-feu de Windows pour autoriser les connexions entrantes sur les ports 80 et 443. Le 3306 n'est pas nécessaire à ouvrir. Sur mon serveur 2008 R2, je vais retourner dans le pare-feu Windows avec fonction avancée de sécurité. Et comme tout à l'heure, hein, j'avais fait une règle messagerie POP SMTP, eh bien je vais en refaire une nouvelle, de port à nouveau, suivant. Alors j'aurais pu modifier la précédente, hein, c'était faisable. Et ici je vais mettre 80,443, d'ailleurs un petit peu comme il me le propose juste en dessous. Suivant, j'autorise la connexion, suivant, pour tous les profils de pare-feu, suivant, et là je vais mettre XAMPP, par exemple. C'est d'ailleurs XAMPP, voilà. Terminé. Je retourne sur mon client et ici je vais appuyer sur Entrée et je retrouve bien du coup la page de mon serveur. Mon serveur est désormais opérationnel pour recevoir GLPI. L'installation de GLPI à proprement parler sera l'objet de la vidéo qui suit.